Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Je vous raconte. Aujourd'hui, je vous raconte la seconde partie de notre podcast consacré au 10 août 1792 et à la naissance de la République. Précédemment, nous avons tenté de comprendre comment la situation a basculé, comment, en quelques semaines, la monarchie constitutionnelle s'est trouvée prise dans un engrenage politique, social et militaire devenu incontrôlable. Mais maintenant, venons-en aux faits. Car le 10 août 1792 n'est pas seulement une date, c'est une journée de violence, de confusion et de décisions irréversibles. Une journée où, une fois encore, comme en 1789, c'est la rue qui tranche. Alors, que se passe-t-il concrètement ce 10 août ? Comment la monarchie s'effondre-t-elle ? Et dans quelles conditions s'ouvre la voie à la République ? Revenons au cœur de cette journée. Paris, 10 août, 6 heures du matin. Le roi Louis XVI inspecte les troupes quand les insurgés arrivent au Carrousel. Le roi aurait-il dans l'idée de ne pas céder, l'idée d'affronter les insurgés ? Le roi est insulté, et des bataillons entiers des gardes nationales finissent par se ranger du côté des insurgés. La tension monte. Roederer, procureur syndic du département de Paris, recommande au roi et à sa famille d'aller se réfugier à l'Assemblée nationale dans la salle du manège, distante de quelques mètres du palais des Tuileries. La famille royale est escortée par des gardes suisses et des gardes nationaux. Elle subit insultes et bousculades. Au même moment, les insurgés se déploient. On parle de 40 canons, c'est de pierre qui commence à voler en direction du palais. 9h30, la porte du palais des Tuileries est forcée et des milliers de fédérés envahissent les cours. Les canons se tournent vers le palais. Les fédérés partent à l'assaut d'un palais pourtant déserté par le roi. À 10h, des canons de la garde nationale ouvrent le feu contre le grand escalier. Le premier rang des Suisses est balayé. Les Suisses, forts d'une stratégie efficace, prennent la place du Carrousel, mais ils ne parviennent pas à la sécuriser et leur compagnie est anéantie. C'est un massacre. Pendant ce temps, les défenseurs des Tuileries, toujours assaillis, restent exposés aux feux qui viennent aussi des maisons voisines. Au même moment, les fédérés de Marseille, de Brest et de Caen, des sans-culottes armés et des délégués des sections parisiennes entrent massivement dans les tribunes de l'Assemblée ou en envahissent les couloirs. Des pétitions exigent la déchéance du roi. La légitimité même de l'Assemblée est contestée. Louis XVI est toujours dans la salle du manège. Il écrit, on pense vers midi, un bref mot. Le roi ordonne aux gardes suisses de cesser le feu et de se retirer dans leur quartier. Cet ordre de Louis XVI a-t-il été bien transmis ? A-t-il été respecté par tous ? À midi, en tout cas, la foule entre dans le château. Le palais des Tuileries est mis à sac. On tue les domestiques, les derniers gardes, on pille, on détruit. Du côté des assaillants, on donne le chiffre de 350 morts minimum environ. Dans le camp des défenseurs du palais, on parle de 1000 victimes, nobles, domestiques, dont peut-être 475 gardes suisses. Puis, à 13h, ce 10 août 1792, l'Assemblée nationale suspend provisoirement le roi par un décret solennel voté en séance publique.
Les députés demeurent à leur poste et décident de convoquer une convention nationale chargée de décider de l'avenir du régime. Le décret du 10 août ouvre donc une phase de transition dans l'attente d'une solution définitive qui devra être arrêtée par la Convention nationale quand elle sera élue et en place. François Furet écrit que les députés ont suspendu le roi sous la pression des piques. Ainsi, la commune insurrectionnelle de Paris est devenue maîtresse de la situation. La commune insurrectionnelle de Paris a adopté une ligne politique radicale et elle a mis l'Assemblée législative devant le fait accompli. Ainsi, comme l'écrit l'historien Albert Soboul, le 10 août jette à bas le trône, la Constitution de 1791 et les cadres étroits de la nation censitaire. Il poursuit, le 10 août 1792 s'est fait sans la Gironde, et cette abstention lui sera fatale. Pour lui, pour Albert Soboul, l'insurrection du 10 août 1792 fut sociale et nationale. Nationale par la présence des fédérés marseillais et bretons. Le 11 août 1792, un conseil exécutif provisoire formé de 6 ministres choisis parmi les députés est mis en place. Le 13 août, la famille royale est incarcérée au Temple sous la surveillance de la Commune de Paris. Ainsi, durant cette période qui va du 10 août au début de la réunion de la Convention le 21 septembre, le pouvoir de l'Assemblée, qui est encore l'Assemblée législative, est profondément fragilisé. Cette Assemblée reste en place, mais elle est désormais sous la pression constante de la Commune insurrectionnelle de Paris et des sections populaires. Alors, on peut se poser la question, au moment où nous en sommes de notre récit, faut-il parler de défaite ou de chute de la monarchie ? L'historien Clément Weiss propose le mot défaite. Le terme suggère dans ce cas un revers, alors que chute, en revanche, évoque l'effondrement total. Le 10 août, après tout, ne marque pas la fin de toute forme de monarchie en France. La monarchie parlementaire revient sous diverses formes pendant la Restauration, puis lors de la monarchie de Juillet. On peut donc légitimement parler de défaite d'un certain type de monarchie sans que la monarchie comme régime soit morte en 1792. Ce point de vue sert à exprimer l'idée selon laquelle il faut éviter une téléologie républicaine trop linéaire qui raconterait simplement la chute du trône au profit de la République. Parler de défaite au lieu de chute, c'est exprimer aussi l'idée d'un combat inachevé, d'une possibilité, même illusoire, de revanche ou de restauration, ce que l'histoire du XIXe siècle confirmera à plusieurs reprises. Alors, si la France ne veut plus de roi, par qui, par quoi le remplacer ? À propos de la République, que signifie finalement être républicain en septembre 1792, juste après la chute de la monarchie ? Le sens du mot République, vous en conviendrez, a bien évolué depuis la Révolution. Et ce mot, d'ailleurs, n'a pas le même sens durant les années mêmes de la Révolution. République et républicain n'éveillent pas les mêmes images selon que l'on soit en 1789, 90, 91 ou 92. Toutefois, les contemporains sont conscients que monarchie est une notion qui renvoie à une forme de gouvernement, tandis que république fait plutôt référence à la nature du régime. On constate ainsi que
L'avènement de la République en cette année 1792 est lié au mouvement révolutionnaire depuis l'année 1789, mais on ne peut pas vraiment dire que ce mouvement porte en germe l'avènement de la République. Autrement dit, on ne fait pas 1789 parce que l'on veut la République. Mais tout de même, on peut dire que les catégories constitutives de la légitimité républicaine sont affirmées dès la Déclaration des droits de l'homme. Les principes qui la rendent possible sont déjà posés en effet en 89, c'est-à-dire la souveraineté du peuple. Le pouvoir ne vient plus du roi. L'égalité des droits, fin des privilèges. La liberté individuelle, droit garanti à chaque citoyen. Primauté de la loi s'impose à tous, y compris au roi. Tout cela constitue bien le socle intellectuel d'un régime républicain. Ceci étant dit, poursuivons et abordons les débuts de la Convention nationale et l'avènement de la République. Alors, suite au décret du 10 août, du 2 au 6 septembre 1792, une nouvelle assemblée est élue pour la première fois au suffrage universel masculin. Dans les faits, cependant, seule une minorité de Français participe à ces élections dans un contexte de guerre et de fortes tensions. Le 20 septembre, les Français sont victorieux à Valmy et la nouvelle assemblée se constitue. Le 21 septembre 1792, la Convention nationale se réunit et prend la place donc de la législative dans la salle du Manège. Cette Convention nationale se compose de 749 conventionnels. Elle conserve dans ses rangs les grandes figures des assemblées précédentes. À la droite du président siègent les Girondins, conduits principalement par Brissot, Vergniaud, Pétion et Roland. Ils représentent la bourgeoisie des professions libérales et du négoce. Leur attache provinciale et leur volonté fédéraliste les rendent hostiles aux jacobins centralisateurs. Les Girondins sont favorables, nous l'avons vu à la guerre, contre les monarchies européennes, pour réaliser l'unité de la nation et favoriser leur négoce dans le commerce. À gauche du président, sur les bancs les plus élevés siègent les montagnards, principalement des membres des clubs des Jacobins ou des Cordeliers. Ils sont favorables à un pouvoir fort, républicain et centralisé mené par Robespierre, Danton et Marat. Parmi leurs partisans, nous retrouvons Desmoulins, le duc d'Orléans, Philippe Égalité et Saint-Just. Ils ne sont donc pas de fervents adeptes de la guerre. Ils jugent en effet que les ennemis de l'intérieur sont plus dangereux que ceux de l'extérieur. On trouve ensuite la partie des opportunistes, alors opportunistes entre guillemets, qui forment la plaine ou le marais. Il s'agit des conventionnels regroupés autour de l'ABCIS, de Cambacérès ou Boissy-d'Anglas. Lors de la réunion de cette première assemblée le 21 septembre 1792, l'abbé Grégoire, qui siège à la gauche de l'assemblée, parmi les députés proches des Jacobins, l'abbé Grégoire improvise une diatribe contre les rois et la royauté qui soulève l'enthousiasme. Le Moniteur rapporte les propos de l'abbé Grégoire. Certes, personne de nous ne propose de conserver en France la race funeste des rois. Nous savons trop bien que toutes les dynasties n'ont jamais été que des races dévorantes qui ne vivaient que de chair humaine. Mais il faut pleinement rassurer les amis de la liberté. Il faut détruire ce talisman dont la force magique serait propre à stupéfier encore bien des hommes. Je demande donc que par une loi solennelle, vous consacriez l'abolition de la royauté. Le Moniteur, le journal des débats, nous dit « L'Assemblée entière se lève par un mouvement spontané et décrète par acclamation la proposition de M. Grégoire. » De son côté,
Le député Bazire réclame une discussion solennelle sur le sujet. Puis vient le décret suivant. La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France. Dans le Moniteur toujours, les acclamations de joie, les cris de « Vive la nation » répétés par tous les spectateurs se prolongent pendant plusieurs instants. On envoie ensuite ce décret par des courriers extraordinaires vers les départements, aux armées, et il est proclamé solennellement dans toutes les municipalités. Mais, à ce moment, le mot « République » n'a pas encore été prononcé. L'historien Alphonse Hollard écrit « Rien n'indique que la Convention eut alors l'intention de laisser innommer le régime nouveau. Mais toujours, selon la formule de l'historien, la Convention n'osait pas prononcer le mot décisif. Elle semblait attendre un encouragement du dehors. Il écrit que le soir du 21 septembre, la Convention apprend que dans les rues, on crie « Vive la République ». Mais la Convention attend le lendemain, c'est-à-dire le 22 septembre 1792, pour prendre une décision, pour sauter le pas. Les journaux donnent peu de détails sur la partie de la séance du 22 septembre 1792 où fut prise la décision en vertu de laquelle la France était dorénavant en République. Cependant, durant cette séance, on mentionne le mot à plusieurs reprises. Ainsi, décide-t-on que les actes publics seront datés de l'an 1er de la République française. L'historien Alphonse Hollard relève qu'on ne relate dans les comptes rendus des journaux ni scène d'enthousiasme ni applaudissements. Il semblerait que l'on soit en République tout simplement parce que la royauté a sombré. L'historien écrit « Il semble que la République ait été introduite furtivement dans l'histoire et la Convention se dire « Je n'ai pas pu faire autrement ». Ainsi, le 22 septembre 1792, la Convention fonde un régime républicain. Pourquoi tant de réserves de la part de la Convention, pourrait-on se demander ? Craignait-elle que le mot « République » n'apparût pour les Français par trop équivoque, trop inquiétant, mystérieux ? Pour certains historiens, la grande proclamation a lieu le 25 septembre 1792, lorsque ce jour-là, sur la proposition de Couthon, du député Couthon, la République est décrétée une et indivisible. Alors, qu'est-ce qu'une République une et indivisible ? Eh bien, cela signifie qu'aucun individu, aucune partie de la population française ne peut s'arroger un exercice de la souveraineté qui appartient aux citoyens dans leur ensemble. Le peuple exerce son pouvoir de décision par la voix des représentants qu'il a élus ou du référendum. Le principe d'unité et d'indivisibilité garantit l'homogénéité des lois, des droits et des devoirs sur l'ensemble du territoire. Notons, et c'est ça qui est intéressant, que cette formule figurait aussi dans la Constitution de 1791, où il était écrit « Le royaume est un et indivisible ». Ainsi, en septembre 1792, il y a bien changement de régime. Mais la configuration nationale reste confortée, c'est-à-dire cette unification engagée depuis la prise de la Bastille en juillet 1789 et qui a été confirmée par la fête de la Fédération en 1790. Du côté des provinces, comment juge-t-on les choses ? Eh bien, prenons l'exemple de la municipalité de Saint-Marcellin dans l'Isère, qui écrit à l'Assemblée le 9 octobre. « Vous avez déclaré que la France était une république. Par là, vous avez appris à tous ces citoyens qu'ils n'étaient plus qu'une seule et même famille, un peuple de frères. En relevant la qualité d'homme, vous avez, comme un nouveau soleil, répandu une nouvelle chaleur dans les âmes. Les communes rurales dans certaines régions font chorus avec les villes.
Les administrations de département ne protestent pas non plus contre la République. Le département des Basses-Pyrénées écrit le 2 octobre. « Nous avons publié la République et nous chantons l'hymne des Marseillais. » L'historien Alphonse Hollard remarque « Les départements et les municipalités ne sont plus en antagonisme sur la question monarchie ou république. Le républicanisme, qui naguère dominait surtout dans la région du Sud-Est, s'étend à toutes les régions. Il se généralise, si bien qu'en Normandie, il y a maintenant aussi des manifestations républicaines qui sont aussi ardentes qu'en Provence. » Et du côté de l'armée, comment perçoit-on les choses ? Les armées contribuèrent à fortifier, à propager, à unifier l'opinion républicaine. Dumouriez, général en chef de l'armée du Nord, après avoir été brièvement ministre des Affaires étrangères. Dumouriez, quoique dégoûté plus tard par la République, reconnaîtra dans ses mémoires qui vont sortir au début du XIXe siècle, il dit que les troupes passèrent de l'État constitutionnel à l'État républicain à l'unanimité, avec la rapidité d'un torrent. Qui plus est, la République apparaît, nous l'avons dit, au moment où l'ennemi vaincu bat en retraite. La République, pour les soldats, est la personnification du patriotisme victorieux. Ainsi, s'était-on détaché du roi parce qu'il n'avait pas sauvé la France menacée par l'étranger. Et on s'attache à la République, parce qu'à peine née, on la voit triompher à l'étranger, sauvant ainsi la patrie. On apprend en même temps la naissance du nouveau régime et la victoire sur l'ennemi. On pourrait dire que la victoire de Valmy et la retraite des Prussiens convertissent ainsi les Français à la République. Alors, en guise de conclusion, que pouvons-nous dire ? Eh bien, le 10 août 1792 est d'abord le produit d'une crise politique devenue insoutenable. C'est ce que nous avons vu dans le précédent podcast. Dans un contexte de guerre, les pouvoirs accordés au roi, notamment son veto, apparaissent désormais inadaptés. L'insurrection vient alors trancher une situation bloquée. Et l'insurrection fait entrer le peuple en armes dans le jeu politique, comme un acteur conscient de sa force et de ses droits. Avec cette fameuse commune insurrectionnelle, un nouveau pouvoir émerge capable d'imposer ses décisions aux institutions. Dans ce contexte, la République ne naît pas d'un projet clairement formulé, nous l'avons vu. Elle s'impose progressivement, presque comme une évidence. En septembre 1792, elle apparaît pourtant comme un pari. Un pari dans un pays où demeure la guerre, un pays traversé par de fortes tensions sociales et politiques. Mais la République apparaît aussi en septembre 92 comme un espoir, celui d'un peuple mobilisé, attaché à ses droits et prêt à défendre une nouvelle forme de régime. La République devient alors plus qu'un mot. Elle incarne des valeurs, des institutions et un combat pour l'avenir. Je vous raconte s'achève. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt ou à plus tard pour notre prochain podcast consacré à la Révolution française.